Je te laisse présenter, tu seras notre maître d'œuvre. Donc nous allons faire un live dédié à l'affaire FTX avec des spécialistes du droit, Antoine Annetter et aussi Romain de Orwell Avocat. Donc vous allez nous éclairer, nous mettre à jour concernant cette affaire qui a de multiples rebondissements et qui concerne pas mal d'entre nous. En tout cas, moi-même, je suis concerné au premier plan, donc je serais ravi que vous nous mettiez à jour, messieurs, sur ce point. Merci Benoît pour cette petite intro. Oui, Merci, ouais. l'objectif, c'est donc de revenir un petit peu sur l'affaire, rapidement expliquer l'histoire de FTX, en fait, ce qui a construit l'organisation FTX et qui explique en fait les différentes procédures qui en découlent aujourd'hui, et puis essayer d'éclairer tout le monde sur ce qui est en train de se passer, les différents mails qui ont été reçus aussi par les clients, les utilisateurs. Donc Benoît t'en fait partie. Moi j'avais aussi un compte, donc j'ai aussi reçu plein de mails. Donc voilà, c'était assez Idem. compliqué à comprendre. Voilà, bon, Romain pareil. Donc c'était compliqué à comprendre. L'objectif, c'est donc de revenir sur tout ça, essayer de clarifier, de voir qu'est-ce qui est en cours, quelles sont les différentes possibilités, et puis d'avoir le regard donc de Romain Chili qui nous fait le plaisir d'être avec nous du cabinet Orwell Avocat et qui voilà pourra mettre un œil juridique sur ce dossier, pouvoir un petit peu éclaircir certaines zones d'ombre. Donc je sais pas comment vous voulez commencer. Romain, Ben, si tu comme tu veux. Ouais, moi, je peux me présenter si tu veux rapidement et voir, vous donner un peu la façon dont on perçoit, enfin dont on est confronté au dossier, au cabinet. Donc, bon, comme tu l'as dit, je suis associé dans la pratique contentieuse, on va dire au sens large, au sein du cabinet Orwell. Et donc, à ce titre, on est, bon, je suis aussi concerné à titre perso, mais bon, comme pas mal de gens qui sont dans la crypto, hein, avoir un compte chez FTX, il y a rien de particulièrement original. voilà. Et donc on est pas mal sollicité de plus en plus, on va dire sur les dernières semaines et derniers mois pour des clients qui nous contactent et qui souhaitent avoir un accompagnement en vérité, simplement pour y voir un peu clair dans, dans, dans les procédures de redressement et de liquidation qui concernent, on va dire, le groupe FTX, parce que effectivement, on a des clients qui reçoivent des mails, on reviendra en détail, mais de crawl, de PWC, une procédure spéciale en Europe, ce qui s'est passé au Japon. Donc en fait, c'est effectivement assez difficile d'y voir clair. Et Antoine a fait un article remarquable sur le sujet sur le JDC qui aide à y voir plus clair, mais effectivement sans se pencher vraiment sérieusement et de façon attentive sur le sujet, c'est assez compliqué d'en comprendre les tenants et les aboutissants, quoi. Moi, j'ai une première question Totalement. qui te concerne, mais qui en concernera peut-être d'autres. Je n'ai absolument rien fait pour l'instant. Il y avait des démarches particulières. J'ai vérifié que j'avais bien reçu un mail qui vient de ftx@noticing.ra.crawl.com. Je l'ai bien reçu, celui-là. Je crois que j'ai un login et des identifiants. Mais sinon, je n'ai pas fait de démarche particulière. Suis-je en retard? Alors, C'est grave, docteur? euh, bon, Mince, rassure-toi, je j'aime pas pense ce que c'est silence. pas, non, non, J'aime pas. a priori, c'est pas très grave. Ah, Il y a aujourd'hui, pour 80, on va dire 98% même des personnes qui avaient un compte chez FTX, il y a aucune deadline aujourd'hui qui a sauté, mais il y en Mm. a quand même pour une toute petite proportion des utilisateurs. Et en fait, ça concerne principalement les clients de la société FTX EU. FTX EU, en fait, c'est une société dédiée qui a été créée pour être enregistrée en Europe, qui a eu une licence en qualité de prestataire de services d'investissement à Chypre, qu'ils ont obtenu le 7 mars 2022, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, à partir de cette date-là, du 7 mars 2022, tous les clients qui se sont inscrits sur la plateforme à partir du 7 mars 2022 ont vu leurs fonds ségrégés au sein d'un compte spécial. En fait, ils ont été beaucoup plus protégés que les investisseurs qui étaient, même européens, qui étaient sur la plateforme US. Et donc, il y a une procédure spéciale qui s'est faite en Europe à ce moment-là,
et aussi au Japon, mais bon, ça, je pense que ça concerne a priori pas Mhm. Je beaucoup de nos pense pas, auditeurs. Et ouais. donc dans le cadre de cette, pour les seuls clients qui sont inscrits sur la plateforme à partir du 7 mars 2022, il y a Procédure de effectivement, retrait. bon, la plupart d'entre eux normalement ont reçu un email et étaient amenés à se manifester pour faire leur déclaration de créance. Et la date, si je me souviens bien, c'était la date limite, c'était début du mois de Le mai. 1er mai. Le Voilà, Ouais. 1er c'était le mai, ouais. 1er mai. Donc je dirais pas qu'on est totalement sans recours, admettons, même s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui étaient inscrits sur la plateforme en avril 2022 et qui n'ont pas fait la démarche. Je pense que c'est potentiellement rattrapable, parce que on était vraiment sur une short notice. Et bon, il y a la possibilité de faire, ils ont mis à disposition une adresse mail ou avec la possibilité d'expliquer sa situation, etc. Et moi, pour l'avoir vécu personnellement, pour des clients dans le cadre du dossier MTGOX, on peut quand même rattraper, même si les deadlines ont sauté. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est même si vous avez fait sauter cette deadline de déclaration de créance, donc au 1er mai 2022, quand vous êtes client de l'entité européenne, vous avez quand même toujours la possibilité de faire vos déclarations de créance dans le cadre voilà, des procédures dont on va parler qui ont lieu aux États-Unis et aux Bahamas. Donc c'est-à-dire que voilà, le fait que vous n'ayez pas été alerte pour la procédure européenne ne vous empêche pas de facto de vous inscrire en tant que créancier pour les procédures qui ont lieu aux États-Unis et à Bahamas et aux Bahamas. Mhm. Et d'ailleurs, il faut bien noter que pour FTX EU, donc c'est le seul cas aujourd'hui où les ressortissants européens ont la possibilité d'éventuellement récupérer des fonds. Il faut bien avoir en tête que le montant qui peut être récupéré correspond en fait à la vente des actifs de FTX EU en euros, c'est-à-dire des crypto-monnaies en euros, le 12 novembre 2022. Donc en fait, évidemment, c'était le point bas du marché suite à l'effondrement de FTX. Donc le montant que vont récupérer éventuellement les utilisateurs, eh ben, il peut être décevant en fait pour certains utilisateurs. Donc c'est vrai que on a vu pas mal de gens, notamment sur le collectif d'entraide, qui disaient bon bah moi, ok, on peut réclamer via FTX.eu, mais finalement j'ai que 40% de la somme que j'avais imaginé pouvoir recevoir. Donc en fait voilà, il faut bien garder en tête que si vous souhaitez aller plus loin avec FTX.eu, vous allez recevoir cette somme qui sera peut-être décevante. Par contre, un vaut mieux que deux tu auras, hein, voilà. Donc Elle sera moins c'est déjà décevante que ça les entre US, hein, guillemets. Ce sera certainement. peut-être moins décevant que les US et surtout vous avez la possibilité de récupérer vos fonds entre guillemets assez rapidement, même si pour l'instant il n'y a aucune personne qui n'a reçu ses fonds suite à la réclamation, hein. Mais voilà, on peut espérer que ça se passe quand même plus rapidement que pour le reste du groupe. Il faut aussi noter toutefois que vous abandonnez en fait tout recours évidemment lié aux autres procédures dont parlait Romain si vous avez été de l'avant avec FTX Europe. Donc C'est voilà, il uniquement faudra si vous avez été pas. remboursé, quoi, hein. Si vous avez fait le process et que ça a fonctionné pour vous, effectivement, vous êtes Mhm. plus Mhm. éligible a priori pour les procédures US et aux Bahamas. Peut-être deux petits points de précision là, pour rester sur cette question des deadlines là, que soulevait Benoît. Il y a bon, il y a effectivement pour les Japonais, alors j'ai pas la procédure exacte en tête pour le Japon, mais je sais qu'il y a eu des remboursements qui ont déjà été initiés pour le coup. Je crois pas que tout le Ouais. monde ait été remboursé, mais je crois que c'est déjà quand même, ça a été fait pour une Mhm. proportion importante des utilisateurs. J'imagine que là aussi, c'est peut-être vraisemblablement déjà bien enclenché, donc peut-être un peu difficile de rattraper le train en marche pour ceux qui relevaient de l'entité japonaise. Là encore, l'entité japonaise, il me semble que ceux qui relèvent de cette entité, c'est ces utilisateurs japonais qui s'étaient inscrits sur la plateforme après le 7 juin ou après le Mhm. mois de juin 2022, qui coïncide avec la date à laquelle FTX s'est implanté au Japon. Donc ça, c'est la deuxième date, bon, voilà, a priori qui concerne pas grand monde parmi vous. Et Arigato. il y a une échéance bientôt qui est assez particulière. C'est dans le cadre de la procédure US dont on va parler tout à l'heure, donc qui est diligentée par une société qui s'appelle Crawl. Pour les clients qui sont des clients non consommateurs, donc pour les clients professionnels qui utilisaient le service FTX pour eux-mêmes exercer une activité économique ou qui l'exerçaient en qualité de personne morale. Il y a alors on ne sait pas si elle est ferme véritablement cette deadline, mais il y a une obligation a priori de faire sa déclaration de créance euh, avant le 30 juin Mhm. 2023, donc à la fin du mois. Donc ça c'est quand même
important de l'avoir en tête. Peut-être qu'on reparlera des créanciers professionnels parce que bon, il y a une première liste qui avait été publiée en janvier où on avait vu passer, un certain nombre d'acteurs, d'entités, publiques et parapubliques, qui était une liste qui était pas intégrale, hein, mais là, voilà, si vous avez une société, qui, par exemple, avait une partie de sa crypto en trésorerie sur Ah, FTX, il faut faire attention à cette date du 30 juin 2022. Alors, a priori, ces personnes-là ont dû recevoir un mail qui a été diffusé ces derniers jours et qui précise en effet un portail électronique, enfin qui met à disposition un portail électronique qui permet à ces entreprises-là de se déclarer, de s'enregistrer entre guillemets. Et donc, en effet, il y a la date butoir du 30 juin, je crois, hein. C'est ce que tu as dit, Romain. Ouais, ouais, c'est ça. De façon générale, je pense que, peut-être on peut préciser d'entrée sur, alors effectivement, en théorie, les utilisateurs, sont censés recevoir des mails, sont censés moi Mm. j'invite quand même tout le monde à être, assez vigilant attentif. et à faire, voilà et à faire un suivi, on va dire, un peu à la main de votre côté sans forcément, vous attendre à être, pris par la main dans tous les cas parce qu'il y a toujours des trous dans la raquette dans ce type de procédure. Puis, voilà, c'est des mails, en plus qui sont pas envoyés par, forcément les mêmes noms de domaine que FTX au départ, donc ça peut tomber dans les spams. Enfin, il peut y avoir tout un tas de circonstances qui fait que vous soyez pas récipiendaire de ces courriels. Donc, c'est quand même, je pense, assez avisé de se tenir au courant indépendamment des notifications qu'on peut avoir, de la part des liquidateurs. Exactement. C'est pour ça qu'on essaie évidemment de couvrir le sujet au maximum, hein, sur le journal du coin. Donc on vous invite à suivre évidemment le site du journal du coin. Je vous invite aussi à rejoindre pour les personnes victimes qui ne l'ont pas encore fait le collectif d'entraide qui a été créé. C'est un groupe Telegram tout simplement, mais voilà, il y a un suivi de l'information qui est fait au maximum. Et on essaie en tout cas de notifier aux membres les différentes procédures à mener et de voilà de les tenir informés des nouveautés. Juste pour finir sur FTX Europe, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais j'avais noté quelque chose sur FTX Europe. Non, bon, Mais écoute, le C'est juste remboursement, relatif à sans doute, la pardon. vas-y Benoît. Donc, moi, la petite note que je ferais, c'est que le remboursement sur FTX Europe se fera sans doute en euros, puisqu'ils ont tout vendu en euros. Et donc, il pourrait y avoir une incidence fiscale pour ceux qui ont la joie de se faire rembourser, qui avaient déposé des cryptos et qui recevront des euros. Il peut y avoir une incidence. Mais bon, à mon avis, vous verrez ça en temps et heure. Il y a du temps qui va couler. Oui, oui, ça c'est une question, on va dire, bon, le jour où il y aura plus, qu'à déclarer fiscalement, c'est qu'on aura été remboursé, donc enfin, c'est que les personnes Ouais. concernées auront été Voilà. remboursées, donc quelque part, peut-être que ça sera moins dans la douleur, cette déclaration fiscale que si c'était dans d'autres circonstances. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes remboursé en euros, le fisc va considérer que, du coup, on a une cession d'actifs numériques en euros et comme j'imagine, la plupart d'entre vous le savent, c'est cette, circonstance-là qui constitue le fait générateur d'imposition, quoi. Donc il faudra, Mhm. s'intéresser à vos déclarations fiscales à ce moment-là. C'est la double peine. C'est- Ouais, entre guillemets. J'ai retrouvé ce que je voulais dire sur FTXEU. En fait, voilà, pour les quelques clients qui sont concernés, parce qu'il y en a quand même, hein, sur le collectif d'entraide, on voit notamment pas mal de gens qui se tiennent informés de tout ça. Ce qui se passe actuellement, c'est donc que la deadline a été dépassée, celle du 1er mai, et qu'en fait, la plupart des personnes qui ont entamé une procédure auprès de FTX Europe reçoivent actuellement des mails qui leur demandent des précisions quant au fonds qu'ils détenaient sur la plateforme, qui leur demandent de repasser une procédure KYC, qui leur demandent des screenshots de voilà leur solde de l'époque, etc. Donc là, on est à peu près dans cette partie-là de la procédure, c'est-à-dire que rien n'est encore fait niveau remboursement, mais on voit que les équipes visiblement continuent de travailler à la récolte de toutes les informations pour procéder tout simplement au remboursement. Voilà. OK. Il y a une adresse mail aussi, hein, peut-être, Antoine, pour compléter, pour ceux qui, Alors, pour le coup, auraient loupé la deadline, ou ouais, qui ont je vais des retrouver questions ça. à adresser. Il y a une adresse mail qui s'appelle, je l'avais noté moi, qui s'appelle Mhm. complianceeu@ftx.com, à laquelle vous pouvez vous adresser, alors je sais pas tellement quel est leur délai de réponse, mais c'est une adresse mail qu'ils ont mis à disposition pour les clients qui sont concernés par la procédure en Europe, quoi. Ok, super.
Écoutez, pour FTX EU, donc ça me paraît bon. C'était donc la seule procédure entre guillemets où on avait pour l'instant une chance de récupérer les fonds. Enfin, en tout cas, où on a vraiment une procédure engagée. On peut peut-être partir sur la procédure qui a lieu aux États-Unis sous le chapitre 11. Est-ce que Romain, tu peux un petit peu nous expliquer de quoi il s'agit et où on en est? Alors je vais essayer. Bon, je vous précise quand même. Bon, nous on suit la procédure de près, donc on commence à être familier quand même avec toutes ces notions de chapitre 11, chapitre 7, chapitre 15 que vous allez voir. Mais bon, je suis pas avocat en droit US, hein, donc on pourrait pas avoir le degré forcément de précision d'un spécialiste des procédures collectives aux États-Unis, mais dans les grandes lignes, je vais essayer de rendre les choses le plus claires possible. Donc Romain, voilà, quand on parle de je t'interromps simplement, mais je vois une question dans les commentaires de quelqu'un qui dit je pensais que le fait d'être remboursé en euros n'était pas forcément générateur d'impôts car vente forcée. CF, le tweet de Walsio. Alors en effet, il y a eu plusieurs avis qui ont été publiés sur les réseaux sociaux assez récemment et qui divergent tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment de jurisprudence sur ce type de situation. Enfin, ouais, Romain, tu me diras ce que tu en penses. exactement. Et vous verrez si on reparle un peu, bon, voilà, je suis pas non plus fiscaliste, mais bon, on est confronté quand même quotidiennement à ces questions, donc on a un peu toutes les hypothèses qui sont présentées au cabinet. En fait, en termes de fiscalité, même si vous n'avez pas fait de cession, est-ce qu'on peut l'imputer en moins-value, etc. Là aussi, il y a des débats. Moi, la réponse que je vous donne, c'est la réponse la plus simple et la plus évidente au regard voilà, du droit existant. Donc, a priori, ce serait considéré comme une cession crypto-euro. Après, on est quand même dans une situation qui est extrêmement particulière, sur un régime qui est nouveau, on n'a pas de recul. Donc, voilà, sous toute réserve, il y aura vraisemblablement, en cas de contrôle, etc., des marges de manœuvre là-dessus et vraisemblablement quand même une tolérance accrue de la part de l'administration fiscale. Donc, effectivement, avec cette notion de vente forcée, etc., c'est juste qu'on n'a aucune garantie et aujourd'hui en droit, que effectivement une cession et un remboursement dans ce cadre-là puisse être exonéré, ne puisse pas constituer un fait générateur d'imposition. Mhm. Merci pour la précision. Je te laisse continuer sur le chapitre Ouais. 11. Ouais. Donc voilà, juste voilà, quand on parle de chapitre 11, chapitre 7, chapitre 15, on fait référence à des chapitres de la loi américaine sur les faillites qui est compilé au sein d'un code qui s'appelle le Bankruptcy Code. Et donc chaque chapitre fait référence à une configuration particulière, à des procédures particulières dans le cadre des procédures collectives. Donc en France, on a par exemple la liquidation, le redressement. On retrouve en fait une certaine forme d'équivalence, mais voilà, c'est un droit qui est assez complexe. Le chapitre 11, je dirais que son équivalent en France, c'est ce qu'on appelle une procédure de redressement judiciaire. C'est-à-dire que c'est une procédure dans laquelle on a une entreprise qui est en difficulté, souvent en grande difficulté, c'est-à-dire qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à ses créances. Et donc, l'idée, c'est qu'on va nommer un administrateur et un administrateur pour gérer la société. Et l'idée, c'est que au stade du redressement, contrairement à la liquidation, on verra, qui relève du chapitre 7, au stade du redressement, il y a deux hypothèses possibles. Quand on dépose une requête, une application au titre du chapitre 11, soit la première issue, c'est que la personne qui est nommée pour assurer la mission de redressement parvient à récupérer suffisamment d'actifs, à trouver un acquéreur potentiel et à refaire démarrer la société. Ça, c'est un peu l'hypothèse idéale. Donc, elle restructure la société pour envisager un redémarrage dans des conditions plus saines. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'on se rend compte après une durée qui peut être variable en fonction de la complexité du dossier. En l'occurrence, je pense que ça va être assez long pour FTX, pour les raisons qu'on va aussi évoquer après. La deuxième hypothèse, c'est on se rend compte que finalement, les dettes sont trop importantes au regard des actifs qu'on peut récupérer. Et donc, du coup, il n'y a pas d'autre solution que de mettre la société en liquidation. Et donc là, si on passe sur cette option-là, on passe en Chapter 7, qui est on a essayé le chapitre 11 redressement, ça fonctionne pas, on passe en liquidation, en Chapter 7. Et là, la liquidation, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, on fait le compte des actifs disponibles de la société, on regarde l'ensemble des créanciers et on répartit selon un système de code-part avec des règles assez complexes, parce qu'il y a des créanciers privilégiés, d'autres qui ne le sont pas, etc. Mais globalement, pour les utilisateurs, il y aura un reliquat de fonds
et on va faire un système de compensation en fonction, en proportion de la quantité de fonds qu'on avait et de vous et de la proportion que représente votre créance et voilà, pour essayer de donner à chacun une part équitable de ce qui reste des actifs. Donc c'est grosso modo ce qui s'est passé pour MT Gox, si je me trompe pas. Alors, Enfin, c'était pas aux États-Unis, mais je veux dire, voilà, on en est là, quoi. moi, je suis dedans, donc je peux te faire un Ah, résumé des faits. Donc, cessation des retraits février 2014, remboursement, j'attends encore. Je veux dire, espérance de gain, enfin, de récupération. Je pense qu'ils avaient perdu plus ou moins les trois quarts. Et donc, ce qui fait qu'ils avaient un reliquat, on va dire, de 25%, mais entre les différents créanciers, machin truc, si on récupère 15% au bout de 10 ans, on sera content. Donc ça, c'est pour te faire. Oui, il y avait très peu, il y avait pas en proportion, les créanciers de FTX sont quand même mieux pourvus que sur MTGOX, hein, où Et effectivement il y alors avait. ça, c'est une de mes questions. Ouais. Parce que j'ai vu, alors, la légende voudrait que sur le ratio dette-créance, on soit à peu près à 60%, c'est-à-dire qu'ils aient récupéré 60% des dettes. J'ai beaucoup de peine à y croire. Et si on regarde les marchés alors, secondaires, si on regarde les marchés mhm. secondaires, parce que moi, à titre personnel, je veux dire, il y a la procédure juridique, hein, donc que je trouve formidable, mais qui va nous prendre un temps monumental, et il y a peut-être des solutions d'arbitrage privé. Moi, à titre personnel, qui m'intéresse plus, parce que dans mon expérience personnelle de MTGOX, je sais que ceux qui sont passés par un acteur privé qui s'appelle Fortress, qui a proposé du rachat de dette avec un remboursement anticipé, s'en sont beaucoup mieux sortis que les gens qui n'ont pas pris ce deal-là, qui m'ont cas, et qui attendent encore, et qui auront peut-être un peu plus, mais à quel prix? Et le marché privé, en ce moment, de ce que j'ai l'impression, tourne aux alentours de 22%. Donc, il y a quand même un gros différentiel entre ce qui est annoncé, le 60% officiel, et le 22% privé. Je l'explique difficilement. Mais je ne prétends pas spécialiste de la question. Donc Alors, si tu veux, les chiffres en effet sont déjà évoluent au jour le jour. C'est-à-dire que on a eu des premières annonces qui ont été faites en début d'année par les équipes de FTX, en fait, qui ont repris FTX dans le cadre du chapitre 11. Donc on y reviendra peut-être. Et ces équipes-là, en fait, font tout simplement des rapports assez réguliers sur leurs activités. Et une de leurs activités, c'est essayer de regrouper en effet les différents actifs du groupe pour faire le point entre les actifs et les dettes. Et donc, dans les rapports qui sont publiés par cette équipe, le dernier chiffre qui a été partagé tourne autour de 7,3 milliards de dollars d'actifs. Alors, dans le lot, il y a des actifs qui sont très liquides, il y en a qui sont moins liquides. Il y a aussi des actifs qui ne sont pas comptabilisés, mais qui sont à vendre. Donc, on ne sait pas encore la valeur marchande de ces sociétés ou de certains actifs. Et on a aussi ce qu'on peut rajouter, qui sont ce qu'on appelle des clawbacks, c'est-à-dire des sommes que vont aller chercher, réclamer les équipes auprès d'anciens partenaires qui auraient bénéficié du financement de FTX sur certains dossiers. Donc en gros, si tu veux, on a 7 milliards,3 d'un côté et on a 11 milliards, 11,6 milliards de dettes a priori, mais là aussi le chiffre Ouais, ils disent est très entre 10 variable. et 13, quoi. Ouais, c'est ça. À Voilà, la louche. voilà. Ce à quoi tous il ces faut chiffres, on peut les rajouter retrouver où? alors on peut les retrouver sur le site de Kroll, donc Kroll qui est l'agence qui accompagne FTX dans le cadre du chapitre 11, et donc il y a un site internet tout simplement où il y a de longs rapports, donc ça sera peut-être un peu compliqué pour les particuliers qui veulent se renseigner par eux-mêmes, parce que c'est vrai que ce sont des textes en anglais de 40-50 pages qui sont publiés quasiment tous les mois. Donc voilà, il y a des relevés de frais, il y a des relevés d'actifs, il y a des comptes rendus sur les procédures en cours. Enfin, il y a énormément d'informations. C'est assez compliqué de s'y retrouver. C'est ce qui rend aussi le dossier très complexe. Mais donc voilà où on en est actuellement. Et à ces 11 milliards de dettes, il faut éventuellement rajouter une réclamation récente de l'IRS, qui est le fisc américain, Une qui poussière. réclame un montant de 44 milliards de dollars à FTX. Donc voilà. Donc, tout simplement, en C'est fait, une comment farce. elle justifie. Alors, c'est une farce dans le sens où, en fait, C'est une mauvaise l'IRS, farce. donc le fisc justifie ce montant par le fait que les salariés de FTX
sont, voilà, selon lui, requalifiés de contractuels à salariés. Enfin bref, je vous passe un petit peu les détails, mais voilà, en gros, ce que considère le fisc, c'est que certaines charges patronales n'ont pas été payées dans le cadre des rémunérations qui ont été versées aux employés de FTX, et le montant qui sort du chapeau, c'est donc 44 milliards de dollars. Alors, bon, moi, je suis pas spécialiste du dossier, mais j'ai vu que c'était assez fréquent que cette somme soit requalifiée à la baisse de façon très significative vis-à-vis de la première annonce qui a été faite par l'IRS. Mais la particularité de cette réclamation, c'est que l'IRS s'est placé en tant que admin priority, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ce sont eux qui sont les créanciers qui devront être remboursés en priorité. Donc Romain tout à l'heure Bien sûr. parlait d'une liste de personnes dans le cadre d'une éventuelle liquidation qui recevraient le peu de créances restantes, le peu d'actifs restants plutôt. Ben voilà, l'administration considère que eux doivent passer en premier. Donc en effet, si ce montant de 44 milliards Tombe à reste plat. dans le temps et ne tombe pas, ben, il restera rien pour personne. Alors c'est évidemment très hypothétique, ça restera pas 44 milliards, mais donc c'est une chose à, sur laquelle on doit voilà se pencher parce que les équipes de FTX vont probablement contester dans les mois à venir le montant réclamé par l'IRS et ils risquent d'avoir une passe d'armes pour savoir exactement qui doit combien à qui. Donc ça, c'est un petit peu les dernières annonces au niveau des revenus, des dettes, des actifs qui sont en cours au sein de FTX pour cette procédure en chapitre 11. Ouais, juste pour compléter un point de vue général, on est quand même sur des ratios qui sont globalement encourageants, hein, par Ok. rapport à la situation initiale. C'est-à-dire que là, effectivement, on parle bon, avec des actifs de nature différente, mais on est quasiment à 60 voire 65 d'actifs récupérés à date. C'est aussi la raison pour laquelle l'hypothèse d'une reprise et de l'activité de FTX et d'un rachat par une société tierce est sur la table, ce qui honnêtement était une hypothèse extrêmement Fantastique. improbable Farfelu au début. dans les semaines qui ont suivi. Donc là, on sait, il y a déjà des sociétés qui sont intéressées, qui ont fait des offres. Ah Il y ouais? a Tribe Capital qui a fait une offre de rachat à 250 Mmh. millions de dollars. Donc, et on trouve des fonds, on voit que le CIRO trouve des fonds de façon régulière, etc. Donc bon, moi, bon, je dirais que c'est quand même pas l'hypothèse que je privilégie, hein, personnellement. Moi, Mhm. Je crois pas du j'ai tout, pas une moi, à boule de titre cristal, personnel, mais mais c'est quand même une hypothèse qui est sur la table et qu'on peut pas écarter, et qui en tout état de cause montre il y a quand même encore beaucoup d'actifs disponibles et donc potentiellement un remboursement qui peut être intéressant, en tout cas pour ceux qui avaient des fonds importants. Mmh. Alors en effet, ouais, Benoît, tu dis que tu n'y crois pas du tout. En tout cas, donc ce sera bien d'avoir ton avis après. Mais en tout cas, pour compléter ce que dit Romain, c'est vrai qu'on voit dans les relevés de frais et d'activités de FTX qu'actuellement les équipes travaillent sur une relance. Voilà, on a plusieurs lignes de frais qui correspondent à relance de FTX, relance des activités. Il y a des réunions qui sont menées, il y a des réunions qui sont menées avec des fonds d'investissement. Donc Romain, tu parlais de Trip Capital, c'en est un. On a aussi le collectif, le comité officiel des créanciers qui en fait travaille main dans la main avec Kroll et le CEO actuel John Ray de FTX, qui a annoncé donc travailler aussi avec l'ensemble donc des débiteurs pour évaluer les options permettant de créer de la valeur pour les créanciers et y compris celle de redémarrer la plateforme. Donc en fait, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est entre guillemets voilà sur la table. Je crois qu'il y a une décision qui doit être rendue, Romain, tu as peut-être la date, mais qui doit être rendue au troisième trimestre de l'année 2022. C'est quelque chose comme ça, en tout cas. Bon, dans les mois à venir, en tout cas, on en saura plus sur les avancées éventuelles d'une reprise. Moi, je sais qu'aussi, en parallèle, il y a des comités qui se sont montés de créanciers d'utilisateurs, hein, tout simplement, qui ont plus ou moins des fonds bloqués sur la plateforme et qui souhaitent de leur côté la relance de FTX 2.0. Donc il y a notamment un groupe Telegram qui s'appelle FTX 2.0 Coalition qui essaye entre guillemets de faire du lobbying pour qu'on ait une relance de FTX. moi, j'ai une Benoît. question qui va à toi, Romain. C'est que donc je comprends qu'il y a deux hypothèses. Dans l'état actuel, on est dans un état de Schrödinger où soit ça reprend, soit ça a fait une faillite. Je suppose que la reprise serait l'hypothèse la plus rapide pour récupérer ses fonds du point de vue d'un utilisateur, ou pas?
C'est pour ça Je que j'aimerais pense savoir. aussi effectivement parce que en fait, parce qu'on est sur une procédure qui est très complexe, on voit, enfin on a un précédent avec MTGOX, hein, faillite en 2014, aujourd'hui on est en 2023, les fonds ont toujours pas été remboursés. Là, on est dans une situation encore plus complexe. Enron à l'époque, qui était une très grosse, enfin une faillite comparable aux États-Unis, ça a mis vraiment beaucoup de temps quand ça À part en combien liquidation plus? avant. Je crois que De- c'est aussi j'ai plus la date exacte en tête, mais je crois que c'était 8-9 ans, hein. C'était 8-9 Ok. ans, voilà. Donc là, ça ira peut-être plus vite, mais c'est sûr que s'il y a une reprise de l'activité, alors je pense que dès qu'il y a, moi j'y crois pas pour des raisons de confiance, etc. Mais bon, encore une fois, je vous ai dit, je j'ai pas de boule de cristal sur le sujet, mais si ça devait arriver, je pense que ce serait effectivement la meilleure solution pour les utilisateurs, même si il y aurait des Hmm. règles vraisemblablement De retrait. ouais, pour Parce que justifier les sinon, demandes moi, de je retrait, m'imagine etc. cliquer comme un taré et je vois pas Alors, une seule personne qui ferait pas ça. il y a une piste en fait qui pourrait être imaginée, c'est celle qu'a un petit peu l'entreprise Bitfinex. Benoît, tu te souviens peut-être, Ouais, au moment où ils elle avaient avait subi tokenisé un des hack. assets. Alors, ce Ça qu'ils n'a avaient rien à fait, c'est voir. ils avaient créé des recovery right tokens, donc en fait qui correspondent à des tokens de dette entre guillemets, et qui avaient été distribués aux créanciers, donc aux utilisateurs, hein, et qui attestaient un crédit dont le remboursement dépendait de la récupération par la société des pertes subies. Donc en fait, tout D'accord. simplement en faisant fonctionner Bitfinex, Bitfinex générait des frais, des revenus via son activité et une partie est allée dans le remboursement de ces fameux debt tokens. Donc ça, c'est une des Ça, je, solutions qui, en tout cas, est souhaitée par d'accord, les pros ça, je FTX comprends. 2.0. Ça, je comprends bien, mais pour moi, ça n'a absolument rien à voir dans le sens où ce que proposait Bitfinex, c'était à la suite d'un vol sur lequel ils ont été transparents, ils proposaient à chacun de les renflouer et de devenir actionnaire de la société. Voulez-vous devenir actionnaire d'une société qui a été volée par un hacker et qui a communiqué publiquement sur ça? La question appartient à chacun, mais pourquoi pas? Maintenant, si tu as une société, je veux dire, qui a volé l'argent de ses clients, qui l'a caché pendant des années et qui propose à chacun, une fois que le poteau rose est révélé, de devenir actionnaire de la société et d'éponger les frais, moi, la confiance, pour moi, elle est complètement rompue. Et voilà, c'est pas le schéma est quand même pas le même. Hein. Il Alors y en a oui, un, il y en a un, c'est une victime, il y en a un autre, c'est un voleur. Hein. Voilà. Hein. Donc, t'as raison sur le fait que le lien de confiance sera difficile à recréer. Il faudra de toute façon un rebranding. Enfin, on pourra pas repartir avec FTX comme ça. Par contre, il faut bien avoir en tête qu'en fait, les personnes qui travaillent sur une relance de FTX ne sont évidemment pas ceux qui ont commis les fraudes autour de la plateforme. Ce sont les oui, équipes oui, autour oui, 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 de oui, John oui. Ray, autour du CEO actuel, autour de Kroll. Donc, ce sont ces gens-là qui travaillent sur le dossier. Donc, en effet, tu as raison, la confiance sera difficile à Moi, gagner et il je faudra t'annonce un voir bank sous run. quelles Je conditions. t'annonce bank run day one. C'est annoncé. Disons que la solution des debt tokens pourrait éviter ce fameux bank run parce qu'en fait, tu es Mhm. dépendant de la suite de l'activité de FTX. Donc, tu crées une sorte de groupe de fidèles qui a pour seul intérêt la réussite de l'exchange. Et FTX, c'était quand même 1, Effectivement, effectivement. alors j'ai plus le nombre hein, de clients, mais enfin c'est quand même un nombre de comptes d'utilisateurs. Je crois que c'était peut-être 9 millions, je sais plus, de personnes qui avaient un compte et 1,4 million d'utilisateurs créanciers. Ce sont donc 1,4 million d'utilisateurs créanciers qui finalement auraient intérêt à ce que l'exchange marche si c'est la solution qu'on leur propose pour les rembourser. Donc, c'est compliqué, il y a un énorme challenge, mais en tout cas, voilà, à l'heure actuelle, on voit qu'il y a des équipes qui travaillent sur le dossier, il y a des gros créanciers qui sont pour cette relance aussi, il y a des fonds d'investissement qui montent un éventuel intérêt, et je pense que voilà, c'est quelque chose qui est à suivre pour les prochains mois, et on aura une décision de toute façon dans les C'est pas mois à complètement venir. impossible. C'est pas Mm. complètement impossible. En tout cas, je comprends ce que tu dis. Écoute, moi, ça m'arrangerait aussi. Hein, donc, Oui, voilà, bah, ça arrangerait beaucoup de victimes en effet. On peut peut-être conclure sur le chapitre 11. Je ne sais pas ce qu'il nous restait à aborder sur ce point-là, sur la procédure, Romain. Alors, à mon avis, la meilleure manière de conclure sur le chapitre 11, bon, là, c'est peut-être bon, de deux manières. D'abord, de parler des échéances à venir. Donc, on a dit il y a une première mhm. échéance de déclaration de créance pour les non professionnels qui va intervenir pour le 30 juin. Pour les particuliers, alors il y a eu un sujet de savoir est-ce que l'ensemble des créanciers particuliers, est-ce qu'on devait publiquement dévoiler la liste? Il y a un Le litige docs, propre à cette question aux États-Unis. Bon, je vous passe les détails de procédure, mais la c'est solution, la en tout cas, coutume.
Ouais, ouais, ouais. La coutume, c'est le doxing. En général, ça vient après la faillite et les fonds gelés, vient le doxing. Mais Voilà. là, ça n'a pas été le cas, en tout cas pas pour les utilisateurs. Il y a une solution intermédiaire qui a été trouvée qui aujourd'hui a consisté à envoyer, donc en fait, la nouvelle direction de la société a envoyé à tous les utilisateurs, en principe, hein, parce que nous on a aussi des clients qui nous ont contactés parce qu'ils n'avaient pas reçu ce courriel et tout, mais un courriel avec un ID d'utilisateur, donc un ID qui est pseudonymique, avec un fichier. Et en fait, l'ID a été notifié à chacun et donc en recoupant cet ID sur le fichier, on peut voir la créance Ton solde. aujourd'hui que FTX considère avoir à votre égard. Donc C'est beaucoup mieux. voilà, ça a été envoyé. Normalement, pour ceux qui ne l'ont pas fait ou qui veulent le contester, il y a aussi une adresse mail qui a été mise en place pour demander des informations ou faire vous-même votre déclaration de créance en apportant les preuves. Voilà, là-dessus, quand vous êtes utilisateur particulier, aujourd'hui, il n'y a pas de deadline encore qui a été posé. Donc, Mmh, vous mmh. pouvez faire votre déclaration de créance et vérifier ça. Si vous n'avez pas reçu le mail, vous avez encore un peu de temps. Enfin, vous avez même encore beaucoup de temps puisqu'il y a pas de date butoir à ce jour. Donc ça, c'est peut-être le premier point sur chapitre 11. Donc, à part si vous êtes un pro, vous êtes relativement tranquille. Et peut-être le deuxième point de transition, Antoine, c'est de parler du, du chapitre 15 parce que en fait Aïe, aïe, aïe. il y a Une autre complexité. ouais voilà en fait on n'est pas C'est le sûr deuxième les volet. utilisateurs voilà c'est que euh, le chapitre 11 il est possible qu'en tant qu'utilisateur vous ne releviez pas finalement du chapitre 11 et de la procédure en Bonne cours nouvelle ou mauvaise nouvelle? mais bah nouvelle qui complexifie quand même la situation. Donc moi, j'aurais tendance à considérer que ce serait quand même beaucoup plus simple pour tout le monde si il y avait bon déjà que c'est complexe, on l'a vu pour MTGOX quand il y a qu'une seule procédure, que tout le monde relève du chapitre 11. Là, même si vous faites les démarches, etc., compte tenu de ce qui se passe, avec d'autres entités du groupe FTX, il n'est pas certain que vous serez remboursé dans le cadre du chapitre 11. Peut-être que vous serez remboursé dans le cadre d'une autre procédure qui est menée en parallèle aux Bahamas. Et on peut peut-être embrayer sur ce sujet si tu veux, Antoine, ou je ne sais pas si vous avez quelque Ouais. chose à compléter. Alors, on va embrayer. Je réponds juste à quelques questions parce qu'il y en a eu. Alors oui, en effet, donc il y avait les soldes dans les mails qui ont été reçus. Mon withdraw n'a jamais abouti, n'a pas été pris en compte dans la créance. Que faire? Alors, Vice Ah, 33, tu dois sans doute être dépendant de la procédure de FTX Europe dont on a parlé au tout début. C'est vrai que pas mal de personnes qui ont eu la possibilité de demander, enfin de réclamer leurs fonds, car étant affiliés à FTX Europe, on en a parlé au début, pas mal de ces personnes se sont rendues donc sur le portail de réclamation et se sont rendues compte que la créance qui leur était indiquée n'était pas la bonne, ou en tout cas il manquait une certaine somme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont engagé un retrait des fonds de FTX juste avant son effondrement et la fermeture de la plateforme. Ces retraits-là sont engagés, mais n'ont évidemment pas été complétés, honoré. honorés. Donc sur la plateforme FTX Europe, pour faire sa réclamation, on se rend compte que ces fonds-là ne sont pas considérés dans le montant de créance indiqué. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut envoyer un mail à FTX Europe, faire une réclamation en apportant la preuve qu'un versement, un transfert avait été demandé, apporter le maximum d'informations. Ça peut être des mails que vous avez reçus, des accusés réception, des screenshots, n'importe quoi. Et donc voilà, ces gens-là, en effet, font partie de ceux qui doivent apporter différentes informations pour confirmer que leur créance n'est pas la bonne, que le montant doit être rectifié. Et donc voilà, on rentre encore dans une procédure qui Après demande la du course. temps et qui sera assez compliquée. Je finis pour les questions. Alors Wassio, tu dis que Tout va bien. tu dis que tu dis que ton withdraw, lui, a été pris en compte de ton côté. C'est sans doute que du coup, tu es du côté de FTX International, c'est-à-dire le chapitre 11, et que donc dans le mail que tu as reçu avec ton solde indiqué, en effet, ce solde-là prenait aussi en compte les virements ou les transferts qui ont été engagés. Et pour finir, ça sera la valeur de la crypto à l'instant du snapshot en USD au moment du chapitre 11, ou alors la valeur des cryptos au moment du remboursement. C'est une très bonne question et c'est difficile de pouvoir y répondre tout simplement parce que FTX Europe a par exemple fait le choix de faire
une conversion en euros de toutes les crypto-monnaies le 12 novembre, mais on ne sait pas du tout au moment de l'issue du chapitre 11 quel sera le choix qui sera fait. Est-ce que ça sera au moment de l'effondrement de la plateforme? Est-ce que ce sera selon le montant des crypto-monnaies actuellement? Est-ce qu'on recevra les fonds en euros? Est-ce qu'on les recevra en crypto? On ne sait pas. Et ça change évidemment le montant reçu. Moi, j'ai un petit retour d'expérience dans le cas de MTGOX. C'est des choix qui sont absolument farfelus et parfaitement juridiques. Disons qu'à un moment donné, il y a la Cour qui statue sur, par exemple, si on vous doit 10 bitcoins, eh bien, il statue de façon, on va dire, arbitraire ou impériale sur un cours du bitcoin à une date donnée et il fixe, parce qu'en général, la dette est reconnue en fiat, c'est-à-dire que la dette est nommée en USD ou en euros. Et donc, si vous aviez sur votre compte des cryptos, il faut bien adosser à ces cryptos un cours. Et ça, en général, c'est la cour qui détermine, hein. C'est-à-dire que moi, je sais Hmm, plus, ils me donnaient des bitcoins et ils ont retenu un chiffre de 6 000 ou quelque chose comme ça. Donc, à un moment d'accord. donné, je suppose qu'il y aura un jugement qui statuera du cours des cryptos. Je ne sais pas comment ça se passe, Romain. Oui, c'est une question qui va être réglée dans le cadre de la procédure. Et là, encore une fois, il n'y a pas de jurisprudence, donc et c'est pas prévu par le code, donc Ça sera arbitraire. c'est une question qui va être, c'est pas totalement arbitraire parce qu'on va essayer de s'appuyer sur des principes, Oui, mais c'est imprévisible en tout cas. Je suis d'accord avec toi, voilà, Benoît. c'est ça, c'est le mauvais mot. Et aujourd'hui, donc nous on discute, je discutais avec quelques confrères américains sur la question pour des clients et c'est vrai que on n'en sait rien, mais l'option qui est quand même privilégiée, ce serait quand même d'avoir une valorisation des actifs au moment de la date Ce où qui est logique. les retraits Cessation. ont été arrêtés. Ouais. Pour des questions de Alors, prévisibilité, de simplicité, etc. ce qui est logique, mais qui en fait rend le calcul défavorable évidemment pour les utilisateurs, parce que au moment où les retraits sont arrêtés, on est sur un moment où ça fait 4 jours que FTX fait la une de tous les journaux crypto et où on a eu déjà un moins 30% sur le cours qui vient d'avoir eu lieu. Donc en fait, c'est quasiment le point bas du marché. Donc c'est ce qui Mais se passe pour FTX Europe et c'est ça, ça peut être réévolué parce que c'est précisément ce qui s'est passé avec Van Gogh, c'est-à-dire que ils ont arrêté les dettes de la société à une date donnée et entre-temps, comme la procédure a pris des années, le cours il a fait x10, x100. Et en fait, il y avait un Mmh. moment théorique où la dette de MTGOX était de, je sais pas moi, de quelques centaines de millions et en fait, les 20% de crypto qu'ils avaient réussi à sauver avaient été multipliés par 10 ou par 100, ce qui fait que les actifs de la boîte étaient supérieurs aux dettes. Donc techniquement, je veux dire, MTGOX aurait pu repartir de plus belle. Mais il y a eu une mise à jour parce que c'était complètement délirant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, Marc Karpeles, qui avait quand même royalement planté la boîte, il se retrouvait avec plusieurs milliards d'actifs et des centaines de millions de dettes. Donc, il aurait pu y avoir une situation où, à la liquidation, selon les termes établis au préalable, Marc se retrouvait avec un bénéfice monumental pendant que tout le monde perdait de l'argent. Donc, ça, je pense que ça se fera au fil de l'eau. Ouais, et que Oui, c'est c'est vrai que la difficile à prévoir. C'est pas volatilité arbitraire, mais c'est difficile à prévoir. oui, et puis la volatilité du cours des cryptos rend la chose un peu particulière. C'est vrai que pour le cas de MTGOX, on a eu, comme tu dis, une multiplication du cours des crypto-monnaies entre-temps, sur une procédure qui a duré très longtemps. Donc ça rend la Et là, situation un peu cocasse, c'est-à-dire que les gens pouvaient éventuellement récupérer la somme en dollars réellement perdue au moment de l'effondrement, mais en perte voilà. liée en quantité de crypto-monnaies, là on est sur des pertes Okay. très importantes. Donc c'est ce qui rend un peu la chose compliquée. Voilà, bon, pour les réponses, ça me semble bon. Donc, Romain, on peut partir en effet sur chapitre 15, la deuxième procédure en parallèle du chapitre 11. Donc bon, voilà, comme on l'a un peu effleuré là au moment de la conclusion du chapitre 11, il y a une complexification supplémentaire dans le dossier qui honnêtement n'arrange pas trop nos affaires, mais qui est liée au fait que, comme vous le savez, FTX, ce qu'on appelle sous la dénomination de globale de FTX, est en fait constitué d'une myriade de sociétés, je crois qu'il y en a à peu près 130, d'importance variable et avec des activités variables. Mais l'absence de régulation et surtout la gestion catastrophique de la société fait que voilà, les fonds sont répartis selon une logique assez chaotique entre ces différentes entités. Et il y a un sujet particulier entre deux des entités de la société. La première qui est FTX Trading Limited,
qui est, on va dire, la société qui a l'antériorité, qui est considérée par le nouveau CEO de la société et en gros par la justice américaine à ce jour comme la société mère. Et donc, c'est de cette société que doit découler toute la procédure de redressement et de liquidation. Et de l'autre côté, comme vous le savez, on avait en fait toute l'équipe dirigeante de FTX qui n'était pas aux États-Unis, qui était en fait aux Bahamas, avec il y a eu pas mal d'actu croustillantes sur le sujet, sur la façon dont ils se comportaient, etc. Mais bon, voilà, en gros, l'équipe dirigeante était aux Bahamas et travaillait officiellement sous l'égide d'une entité, d'une société distincte de celle que je viens d'évoquer, qui est une société qui s'appelle FTX Digital Markets. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir quelle était véritablement la société mère de l'ensemble des myriades du groupe, de l'ensemble des sociétés qui constituent le groupe. Et cette question, elle est importante parce que FTX Digital Markets donc est situé aux Bahamas. Et donc aujourd'hui, enfin quelques jours après l'arrêt des retraits, il y a eu des saisies importantes de fonds. Je crois qu'on est à hauteur de quasiment 3 milliards sur les 7 dont on vous a parlé, qui ont été faites par les autorités aux Bahamas. Et les autorités aux Bahamas, les autorités judiciaires, considèrent que la procédure de liquidation et de redressement, donc la procédure collective, doit être effectuée aux Bahamas, puisque c'est la société FTX Digital Markets qui, en gros, était la société mère du groupe. Et donc il y a une bataille judiciaire entre d'un côté le Bahamas qui dit bah non, la société mère du groupe était chez nous, la liquidation doit se faire chez nous, et la procédure aux États-Unis sous Chapter 11 où on considère là que non, la société mère en réalité c'était la société FTX Trading Limited. Et donc en fait on a ces deux on a en fait une concurrence de juridiction entre les deux pays qui se matérialise par un certain nombre de procédures, et notamment une procédure qu'on a évoquée en tout début de discussion qui s'appelle la procédure de chapitre 15. En deux mots, après je te laisserai compléter Antoine. Le chapitre 15, c'est une procédure qui a été initiée par les liquidateurs, mais pas les liquidateurs américains, les liquidateurs qui ont été nommés aux Bahamas pour FTX Digital Markets. Donc ces liquidateurs-là qui considèrent que le siège et la réalité économique de la boîte étaient aux Bahamas, ont fait une requête aux États-Unis, d'abord devant le tribunal de New York, puis maintenant au tribunal du Delaware, pour dire voilà, il y a un certain nombre d'actifs de la société qui sont aux États-Unis, qui sont aux Bahamas. Nous, on vous demande que ces actifs soient préservés et ne puissent pas être utilisés dans le cadre de la procédure de remboursement de Chapter 11 aux États-Unis. Donc en gros, ils essayent de préserver leurs droits sur une partie des actifs du groupe en disant attention, nous on considère que le groupe est aux Bahamas, on a tel et tel élément pour le démontrer, donc vous ne pouvez pas disposer de l'ensemble des actifs du groupe dans le cadre de la procédure de Chapter 11. Je ne sais pas si c'est très clair, j'essaie d'être le plus clair possible, c'est des procédures qui sont très complexes, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une concurrence entre le Bahamas et les États-Unis pour savoir qui aura la main mise sur la procédure de redressement et de liquidation. Moi, j'ai une question de chronologie. Et donc, du coup, cette question entre Chapter 11, Chapter 15, qui c'est qui va devoir gérer la procédure de faillite ou de redressement? Est-ce que c'est FTX Trading Limited ou est-ce que c'est FTX Digital Market? Donc ça, c'est une question qui est importante. Je suppose que la réponse à cette question précède, dans tous les cas, si on va sur une faillite ou si on va sur un redressement. Quelle est la chronologie? C'est-à-dire que si, par exemple, dans le cas optimiste, moi, je suis donc créancier et je me dis, je souhaite qu'il y ait une reprise de l'activité, ce qui peut probablement, mais pas impossible. De toute façon, je suppose qu'il faudrait déjà trancher ce litige en premier. En toute logique, tout à fait, Benoît, puisque on voit quand même que de toute façon, il y a a priori au moins 3 milliards d'actifs qui sont entre les mains des autorités bahaméennes. Donc on peut pas, de toute façon, il faut effectivement que cette question soit résolue, quoi. Que ce conflit, qu'on ait déterminé quelle est l'autorité compétente pour envisager une poursuite et même une liquidation effective. On peut imaginer que à la limite, on peut imaginer que la liquidation soit effectuée en deux entités.
avec des clients qui relèvent d'une entité et des clients qui relèvent de l'autre. Ça, c'est encore à déterminer. Mais c'est vrai que dans l'hypothèse d'une reprise, c'est sûr qu'il faudrait que cette question soit résolue, mais elle le sera, puisqu'aujourd'hui, il y a des procédures en cours. En fait, aux États-Unis, John G. Ray, donc, qui est le liquidateur de la société aux États-Unis, a fait une demande au tribunal de Delaware pour contester la réalité économique de l'activité de la société donc qui est située aux Bahamas, Bah, en disant que c'était une société qui n'avait été créée que pour les besoins en gros de son dirigeant et pour pour faire transiter des flux financiers occultes. Et donc il a demandé à la justice américaine de procéder à la main levée des fonds qui appartiennent à cette société pour qu'ils soient réincorporés dans le champ de la procédure de Chapter 11. Et donc, la justice américaine ne s'est pas encore prononcée définitivement, elle va le faire dans les prochains mois, mais on aura une réponse à cette question, et tu as raison, c'est évidemment un préalable nécessaire pour la suite. Alors, à ma connaissance, pour compléter ce que tu dis, Romain, à ma connaissance, les 3 milliards de dollars d'actifs dont tu fais référence pour Digital Market, pour FTX Digital Market, ne sont pas comptés par John G. Ray aux États-Unis dans les fonds récoltés. C'est-à-dire que les 7 milliards, les 3 milliards ne sont pas comptés dans les 7 milliards. C'est mon interprétation de l'affaire. Par contre, ces 3 milliards-là, auxquels voilà, pour lesquels Digital Market se revendique la paternité, on sait en revanche que ce sont un nombre important de tokens du type FTT, SRM, donc de Seroc, qui est une blockchain, de Oxy, Map, etc., qui sont avec des gros guillemets des shitcoins, très peu liquides. Donc voilà, très peu liquide. Donc, on ne sait pas du tout si ces 3 milliards sont vraiment 3 milliards ou si, en fait, on peut réellement en retirer que 500 millions. Je dis n'importe quoi. Non, Ce qu'il y a aussi, par contre, je te le dis tout net, ce ne sont pas 3 milliards. Hein. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Hein. C'est très probable. C'est très probable. Ce qu'il y a aussi, c'est par contre que FTX Digital Market a priori la propriété des biens immobiliers de FTX aux Bahamas. Et on sait que ça représente des montants importants, hein, parce que SBF faisait quelques folies localement. Donc voilà, en fait, le jeu que joue FTX Digital Market aujourd'hui, c'est de sanctuariser ces actifs-là. Et le jeu que joue John G. Ray pour FTX International, c'est d'essayer de les récupérer pour les intégrer. Et ça changerait en effet quand même pas mal de choses. Ce qui est important de noter tout de même, c'est que dans la procédure du chapitre 11 menée par FTX International et John G. Ray et Kroll, on a 102 entités appartenant au groupe FTX qui se sont jointes. C'est-à-dire qu'on a FTX Trading, mais on a aussi toutes les entités auxquelles faisait référence Romain, de la nébuleuse l'organisation nébuleuse de FTX qui se sont jointes au chapitre 11. Du côté, par contre, du chapitre 15 et de FTX Digital Market, ils sont tout seuls. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que eux, aux Bahamas, l'endroit où vivait SBF, et les équipes, pourquoi est-ce que eux, ils essayent de sanctuariser ce montant-là? Il y a évidemment des intérêts financiers localement. John G. Ray, du côté du chapitre 11, accuse FTX Digital Market et son chapitre 15 d'être simplement un lieu de blanchiment et que cette entité ne servait qu'à ça, qu'elle était la holding dédiée à la fraude au sein de FTX. Donc voilà, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont en cours, qu'il y a des accusations diverses et variées des deux parties. Et que en fait, le mot final aussi de tout ça, c'est que ce sont les créanciers et en premier lieu les utilisateurs qui en ressortent perdants, parce que on va avoir une procédure qui risque de traîner en longueur à cause de ça. Romain l'a dit, la justice n'est toujours pas prononcée. On a des frais d'avocats qui sont payés, qui sont monstrueux actuellement chaque jour. Alors c'est pour l'ensemble des activités de FTX International que des frais sont payés, mais on voit des lignes de frais qui correspondent justement aux procédures juridiques entre les Bahamas et les États-Unis. Ça représente 1 million de dollars de frais d'avocat par jour. Hein. Donc, c'est énorme. Actuellement, on a 30 millions, 35 millions de frais qui partent dans les avocats et les procédures diverses et variées, juste pour le chapitre 11, du côté du chapitre 11, du côté voilà, des frais d'avocat. Et la dernière chose que je voulais rajouter sur ce point-là, c'est que l'hypothèse d'une relance de FTX 2.0, n'a pour l'instant été évoqué que du côté de la procédure menée dans le cadre du chapitre 11. C'est-à-dire qu'aux Bahamas, on n'a pas un mot sur un FTX 2.0. Donc là encore, tu as raison Benoît, il faudra clarifier qu'est-ce qui rentre dans le lot des actifs pour une relance éventuelle du FTX si les Bahamas n'en font pas partie.
Voilà. Simplement, juste pour finir aussi, vous avez sans doute dû recevoir, vous, utilisateurs, un mail, comme vous en avez reçu un de la part de Crawl pour le chapitre 11. Dans le cadre du chapitre 15, c'est un mail qui était le suivant: ftxdigital@restructuring.pwc.co.uk. PwC, en fait, c'est un cabinet d'audit, hein, un grand cabinet d'audit qui joue le rôle de crawl dans le cadre du chapitre 15. Donc il ne faut pas que vous vous inquiétiez, vous avez reçu des mails sans doute des deux procédures en même temps, ce qui a participé aussi au flou général sur l'affaire et qui a fait que beaucoup de personnes se sont demandé un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire. Du côté de la procédure du chapitre 15 aujourd'hui, vous avez un portail qui a été mis à disposition pour simplement vous déclarer. Crawl du côté du chapitre 11, vous avez envoyé un mail avec votre solde et un code de client qui vous indiquait simplement la créance que vous déteniez vis-à-vis de FTX International. Du côté de PwC, vous devez être proactif en allant vous déclarer sur un portail dédié. Visiblement, ils n'ont pas encore les informations liées à votre solde. Ce qui pose du coup la question aussi de à quelle entité nous appartenons, si Crawl d'un côté a les informations et PwC ne les a pas. Bref, voilà, il faut aller vous déclarer. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication à le faire. Vous n'engagez pas une procédure particulière, c'est simplement une procédure d'enregistrement pour dire coucou PwC aux Bahamas, j'existe, je suis là. Donc vous avez a priori reçu un mail, sinon le lien doit être mis a priori dans l'article que j'avais rédigé pour le journal du coin, dont le lien a été partagé dans les commentaires précédemment. Tout à fait. Peut-être pour compléter juste ce que tu viens de dire, Antoine, là c'est important d'insister là-dessus, c'est-à-dire que bon, vous avez compris l'imbroglio juridique dans le cadre de la liquidation qui fait qu'il y a deux liquidateurs, Crawl et PwC. On ne sait pas aujourd'hui dire quels utilisateurs relèvent de quelle procédure. Ça signifie concrètement que même si vous n'avez rien reçu de PwC, ou si vous avez reçu que de PwC et rien de Crawl et inversement, nous le conseil et ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on suit les deux procédures en parallèle pour eux. Alors c'est un peu lourd, etc. Mais il faut se mettre un peu de temps. Mais voilà, il n'y a aucune contre-indication, c'est-à-dire que il faut absolument, je pense, pour préserver vos intérêts, suivre attentivement et faire toutes les démarches qui sont demandées à la fois par PwC et par Crawl. Mais Romain, dans l'attente d'y voir clair, quoi. En quelques mots, il y a un acte positif à faire pour PwC alors qu'il n'y a rien à faire pour Crawl. Ou il y a des actes positifs. Alors, ça, c'est aussi la remarque que je vous disais au départ, c'est-à-dire que en principe, Crawl a envoyé des mails aux utilisateurs, PwC en partie aussi, mais il y a toujours des trous dans la raquette. Donc, si vous n'avez pas reçu de mail de Crawl, ou bon, il faut vérifier que vous avez bien reçu un mail de Crawl et que votre déclaration de créance correspond bien à ce que vous avez sur la plateforme, sinon il faut la rectifier. Si vous n'avez pas reçu de mail de Crawl, il faut faire spontanément votre déclaration de créance, c'est possible sur leur portail. Et c'est la même chose pour PwC. C'est-à-dire que PwC, ils ont ciblé pour l'instant un nombre beaucoup plus restreint d'utilisateurs. Moi, j'ai rien reçu, par exemple. Voilà, mais nous on a quelques clients qui ont reçu des mails de PwC, et donc on a d'ailleurs beaucoup de clients qui sont venus nous voir pour ça, qui nous ont dit attention, on vient de recevoir un mail de PwC, qu'est-ce qui se passe, on comprend rien, on pensait que c'était Crawl, et donc là effectivement là c'est un facteur de complexité complémentaire. On leur dit il y a deux procédures en parallèle, on peut pas vous dire aujourd'hui de quelle procédure vous relevez, donc que vous ayez ou non reçu un mail de PwC, nous on vous invite à vous rendre sur le portail qui est dédié et à vous inscrire pour être tenu au courant des étapes procédurales qui vont suivre. En fait, il faut, voilà, dans le doute, il faut être sur les deux procédures. Nous, c'est ce qu'on conseille. Tout à fait. Pour PwC, le retour que j'ai vis-à-vis du collectif d'entraide sur Telegram, qui compte quand même 2200 membres, donc on a une vision voilà assez large d'un certain nombre d'utilisateurs français. On a beaucoup de gens qui l'ont reçu. Alors au début c'était au compte-gouttes. Ça s'est fait à partir de janvier de mémoire, où il y a que quelques personnes qui l'ont reçu. Mais à partir de début avril, mi-avril, il y a un nombre important de personnes qui se sont mis à recevoir ce mail de PwC. Moi, par exemple, je l'ai reçu. Donc voilà, comme dit Romain, PwC ratisse large. On ne sait toujours pas de qui nous dépendons. Mais vous êtes invités à vous déclarer. Je lis les questions en même temps. Si on a reçu un mail de Crawl,
Ouais. Non, Si vas-y, on a vas-y. reçu un mail de crawl contenant notre créance exacte, on ne fait rien. Pour le moment, Auprès de oui. Si Kroll. tu as ta créance, Auprès de si Kroll. tu as, voilà. Pour le moment, auprès de crawl, tu ne fais rien. Mais encore une fois, nous vous invitons à vous tenir, à vous, voilà, rester informés de toutes les news parce que ça change Oui, un c'est petit pas peu parce tout le que votre temps. créance est exacte sur. Désolé, je t'interromps, Antoine. C'est pas votre créance, elle Non, peut être vas-y. exacte sur le chapitre 11, c'est-à-dire sur crawl, mais ça ne vous dispense Il faut pas, aller en tout cas aujourd'hui, de vous inscrire quand même sur le suivi de la procédure sur PWC. PwC, hein, qu'on soit bien clair Ouais, là-dessus. tout à fait. Oui. Donc, On joue les deux cartes en même temps. C'est simplement ça. À l'heure actuelle, c'est ça, c'est là qu'on en est. Moi, j'avais vu une question en amont, je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais que j'avais trouvé pertinente. C'était est-ce que comment dire, ce qui se passe sur Celsius est applicable, sera applicable sur FTX? Est-ce que c'est un modèle? Je crois que Celsius est en train d'être lancé. J'ai pas bien suivi de près, mais est-ce que c'est un modèle envisageable pour FTX? Donc, on peut trouver la question, hein. alors, bon, FTX a effectivement fait l'objet Celsius, pardon, a également fait l'objet d'une procédure de liquidation aux États-Unis. Donc, la, la, la situation est quand même nettement moins complexe que pour FTX, parce que tous les problèmes dont on vient de Oui. parler n'existent pas pour Celsius. Je sais plus exactement à quel stade ils en sont là, Celsius, s'il y a un redémarrage ou s'il y a un remboursement qui est envisagé. Mais sur le principe, si l'issue de ce litige entre les Bahamas et les États-Unis aboutit sur le fait que ce soit uniquement un chapitre 11, a priori, ça sera effectivement un précédent qui va être suivi par FTX, quoi. Parce que ce Ok. sera la première liquidation qui va aboutir avec celle de BlockFi vraisemblablement pour un dossier qui implique une société qui gère des cryptos. Donc effectivement, c'est un précédent à regarder quand même de façon assez attentive, mais notamment sur la question qu'on évoquait tout à l'heure, comment sont valorisés les cryptos. Tout ça, Mmh. ça va nous donner quand même des indices assez importants. Mmh. Et la dernière question qui, moi, est celle qui m'intéresse à titre personnel le plus. Donc là, on a parlé de toutes les voies juridiques, de comment elles vont se résoudre, etc. Et bien là, c'est les voies privées, en fait, hein. C'est le rachat de créances. Est-ce qu'il y a des solutions comment ça se passe en pratique? Est-ce qu'il y a des solutions envisageables? Moi, à titre personnel, par exemple, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais j'ai aucune idée en pratique comment ça peut se passer, si c'est fiable. Voilà, quelques mots sur ces Alors, voies privées qui pourraient exister. ouais. Alors, on a en effet un site qui s'appelle x-claim.com qui fait un petit peu la même chose que ce dont tu avais parlé, Benoît, tout à l'heure pour MTGOX à l'époque et qui propose en effet de racheter votre créance à 22%, actuellement à 22% du montant que vous détenez. Pour être très honnête, j'avais très peu de fonds sur FTX, donc j'ai même pas essayé d'aller plus loin. Mais dans le Je groupe sais d'entraide, que voilà, dans le groupe d'entraide, il y en a quelques-uns qui l'ont fait a priori, ou en tout cas beaucoup qui se sont renseignés de façon assez importante. Donc personnellement, je veux pas vous dire de bêtises sur la façon dont ça se déroule. Romain, je te laisserai compléter si tu as des informations à ce niveau-là. Mais la meilleure chose que vous pouvez faire, à mon avis, c'est de rejoindre le collectif, de faire une recherche ciblée sur les mots X-claim ou claim tout simplement, et vous allez retomber sur les messages des personnes qui ont franchi le pas, ou alors vous pouvez même poser votre question et demander des retours de ces personnes-là. Ouais, bah moi j'ai pas de beaucoup plus d'informations que vous sur le sujet. Je sais que c'est une voie, en tout cas pour MTGOX, qui a été beaucoup utilisée parce que en fait, il y a le principal avantage de ce type de solution, c'est c'est le temps. tout simplement c'est la charge mentale en fait. C'est-à-dire que vous perdez une partie effectivement de la proportion des fonds que vous allez rembourser, mais voilà, vous donnez votre droit de créance à une société et ensuite vous vous occupez plus de rien. Donc ça c'est assez, je suis d'accord que c'est quand même l'un des principaux, des avantages évidents du recours à ce type de solution. Maintenant, moi, je considère qu'on est quand même encore un peu trop tôt dans la procédure pour faire ce type de choix. On voit que le montant, on ne sait pas si la plateforme a redémarré, on n'a pas encore de vision très claire sur le montant des actifs qui vont être récupérés. Moi, mon conseil, c'est plutôt pour l'instant voilà, de faire les démarches sur les procédures qui sont en cours. Et ensuite, quand les choses auront un peu décanté, parce qu'on voit qu'il y a un moment, en fait, les procédures durent très longtemps, mais il y a un moment où il se passe
plus grand chose, où on sait à peu près à quoi s'en tenir, moi j'attendrais quand même avant de faire le choix de se retourner vers ce Et, type de solution. Effectivement, Romain, pour faire un retour d'expérience par rapport à MTGOX, le rachat de dettes par Fortress, qui était un acteur très respecté, s'est fait beaucoup plus tardivement. Et par contre, il a été très avantageux, c'est-à-dire que je me souviens plus de la décote par rapport à ce qu'on peut espérer, mais franchement, ils n'ont pas pris ils ont pas pris énormément de marge, mais c'était à un moment dans la procédure où quand même on avait une vision beaucoup plus claire de qui pourrait espérer récupérer quoi. Et concrètement, l'acteur qui rachetait les dettes a pris une marge de 10%, 5-10%, et puis Mm. voilà. Alors que là, ça s'apparente plus à du gambling, effectivement, où ouais, Ouais, c'est sûr. il faut se méfier. Je pense que voilà, là, c'est encore un peu tôt, et puis il faut bien se renseigner sur la nature de l'acteur qui propose ça. Enfin voilà, il faut pas se lancer avec n'importe qui. Et encore une fois, je pense qu'il est un peu tôt pour aller vers ce type de démarche. Oui, puis comme tu l'as dit, Romain, on est quand même sur un ratio actif-dette qui est intéressant. Donc, ce serait dommage à ce stade, en effet, de se priver d'un éventuel FTX 2.0 ou d'une liquidation plus ou moins avantageuse pour les Ouais, utilisateurs. ouais, mais à contrario, il y a quand même un IRS funeste, hein. Donc, Il y a la question de l'IRS. Il y a la question de l'IRS. Bon, pour m'être un petit peu renseigné rapidement, et enfin voilà, j'ai été voir un petit peu. C'est très fréquent hein, que l'IRS vienne pointer le bout de son nez dans des procédures chapitre 11. Ouais, non, Romain, mais c'est ça. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois pas à un scénario où l'IRS viendrait prendre ça serait même odieux. 30% des fonds, hein. Ça Honnêtement, serait odieux. alors là, encore une fois, là, c'est des règles bon, il y a des règles de quels sont les créanciers qui sont privilégiés, etc. Mais même si l'IRS était privilégié, en tout cas en France, il y a des systèmes comme ça, c'est-à-dire que même si tu es créancier privilégié, le privilège de ta créance ne s'applique pas sur l'intégralité des actifs disponibles, etc. Donc là encore, il y a quand même, faut pas le ce que réclame l'IRS va pas s'imputer sur l'intégralité. Moi, c'est pas quelque chose qui me mmh, fait mmh, particulièrement peur dans cette procédure. Honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus embêtant cette question du catapultage entre mmh. la procédure aux Bahamas et aux États-Unis, hein. Je crois pas au scénario où l'IRS arrive et vient récupérer 20 ou même Ouais. 30% des fonds. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, pour Lehman Brothers, l'IRS avait dans un premier temps demandé 1,2 milliard de dollars et de mémoire, je crois que c'est 500 millions qu'ils ont fini par récupérer. Donc le ratio est quand même important si on l'applique aux 44 milliards. Et c'est justement ça hein, qui pose question, c'est ce fameux 44 milliards. Et voilà, les C'est équipes ridicule. de John Gray les équipes de John Gray, enfin 44 milliards, c'est absolument énorme. Hein, donc C'est je ne sais ridicule. pas d'où ils le sortent exactement. Et les équipes de John Gray travaillent actuellement à la contestation de ce montant-là, à des demandes de justification. Donc dans tous les cas, ça ne sera pas 44 milliards, ça c'est sûr. Donc voilà, moi je suis plutôt optimiste comme Romain. Hein, non pas que ça n'aura aucune incidence sur au niveau des créanciers, mais je pense pas que ça privera tout utilisateur de pouvoir récupérer quelques fonds. Pour moi, c'est très clair. Ok, ben je ne sais pas si vous avez des points à aborder supplémentaires, si on a d'autres questions dans le chat ou pas. Je crois qu'on a plutôt bien ratissé tout le sujet. C'est très complexe comme vous avez pu le voir. On essaiera de toute façon de vous tenir informé de toutes les avancées sur le journal du coin, sur Twitter, dans les collectifs d'entraide. Donc essayez, si vous êtes victime malheureusement de vous informer au maximum. Tout évolue très vite. Donc tout ce que nous avons dit durant ce live est péremptible et ne vaudra peut-être plus dans quelques jours. Donc voilà, on vous invite à rester informé sur le sujet. Très bien, mais merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, Benoît et Antoine, pour l'invitation. Et puis effectivement, tenez-vous informés par vous-même. Ne comptez pas uniquement sur les mails que vous pourriez recevoir en vous disant, de toute façon, je serai prévenu parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il y a un vrai travail quand même de mise à jour d'aller chercher les informations pour pouvoir être certain d'être d'être de rentrer dans le champ des deux procédures. Donc voilà, moi je vous invite à la vigilance et à vous informer aussi par vous-même. Mhm.
totalement. Et de toute façon, vous pouvez vous Il y faire en a une. accompagner. Soit rejoindre le groupe d'entraide, soit vous faire accompagner par Orwell si les sommes le justifient. Exactement. J'envoie juste en commentaire le lien, voilà, du mail. Ok. FTX, Dernier point. .crawl.com. Voilà, ça c'est le mail pour le crawl. Pour crawl. Il y en a d'autres qui sont liés, voilà, mais quand vous avez crawl, alors ça c'est un point important. Faites attention quand même aux mails que vous recevez. Pour le moment, j'ai pas eu écho de mails de phishing ou autre, Oh, mais vous savez comment il ça doit y en avoir. marche. Voilà, vous savez comment ça marche. Faites attention avant d'interagir avec un mail. Essayez d'aller voir sur internet, vous renseigner par vous-même sur le site de crawl, sur le site de PwC. Sur des médias qui couvrent le sujet, essayez de vérifier si un article a été publié faisant référence à ce mail éventuel. Souvent, quand vous recevez un mail, de toute façon, vous n'avez pas à interagir dans la journée ni dans la semaine. Donc, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Et ce serait dommage de rajouter un phishing ou un hack ou n'importe quoi d'autre sur un drame comme celui de l'effondrement de FTX. Donc voilà, on vous appelle à la prudence. Une question intéressée mais intéressante, c'est à partir de combien conseilles-tu un accompagnement chez Orwell, Romain? C'est une question Objective. délicate, mais bon, je dirais, bon, il faut avoir en fait, je vais pas donner un chiffre absolu, mais il faut quand même avoir, je sais pas, je dirais qu'en dessous de 15-20 000 euros sur la plateforme, c'est vraiment pas indiqué au regard de deux éléments. D'abord, le fait que si vous avez 15 ou 20 000 euros sur la plateforme, a priori, ce sera pas l'intégralité de ce que vous percevrez à la fin de la procédure, puisque il y en aura une partie que vous pourrez pas, une partie de vos actifs que vous pourrez pas récupérer. Et puis effectivement, les coûts de suivi qui sont pas forcément des coûts qui sont mirobolants, hein, mais c'est des coûts au temps passé. Donc, il faut quand même. Moi, je pense que le seuil trigger où il faut se poser la question, c'est à partir de 20 000 euros. En dessous, honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup. Bon, la personne qui a posé la question avait visiblement 500 000 euros sur la plateforme, donc ça peut valoir le coup de se faire accompagner dans ce type de situation. Exactement. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Romain pour ta couverture du sujet et ton regard juridique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Benoît, on peut peut-être conclure. Ah oui, mais écoutez, merci et force à vous et surtout patience. Moi, ma recommandation, ça sera soyez patient parce que ça va être long. Et Exactement. courage. On sera sans doute amené à refaire des lives sur FTX. Malheureusement, on espère que non, mais malheureusement, ce sera le cas. Salut à tous. Merci à tous, à très bientôt.